On est tous des moutons. Ik ben Mieke, ik woon al heel lang in Brussel en ik woon ongeveer 20 jaar in Molenbeek. Ahmet El Kanous, donc je suis citoyen molenbeekois depuis ma naissance et j'ai pendant de très longues années été engagé sur le terrain associatif et je suis actuellement engagé sur le terrain politique. Je m'appelle Fatima Tsemlali et je suis ici en Belgique depuis des années. Je suis une femme comme les autres. Le troisième, c'est dernier. Je m'appelle Victor, je suis clujesman ici au BK depuis bientôt 5 ans. Ik ben dus Hassan Al-Rahali. Ik ben een activist, erg actief in de verenigingenwereld. Ik ben voorzitter van Averus, AVROS, op Leopoldweelaan 95, hier in Molenbeek. Je m'appelle Rasmia. Je suis bénévole ici à Vaskapoun. Maintenant, ça fait 10 ans. Je donne cours d'arabe pour les femmes. Bij mij vroeger in de stad, dus op Doekske was er een boerderij. Dus, en wij zagen ook soms die koeien in de straat lopen. Dat hebben we nog gezien, want hij moest daar dan mee naar een weide of zo. En soms liepen wij mee met die koeien. Dus er waren ook heel veel kippen. Dus, en ik denk dat wij die dieren allemaal een naam gaven. Want er was zelfs één naam bij die heel stout was en we noemen die Hitler. Dus eigenlijk hadden wij zo toch wel heel veel contact met die dieren vroeger. En dat was echt in volle stad. Dus want die koeien moesten naar een weide en die moesten door de straten. En dat was ook zo dat er mensen waren, dus die dan die koeienmest zo gingen gaan oprapen om op hun planten te gieten. Dus bij ons thuis deden ze dat ook. Dus daarna nog, dus eigenlijk was dat zo gelijk, ja, allemaal normaal dat die beesten rondliepen in de stad. Maar ja, voor ons, de dieren, dat was een zaligheid, want je droomde er soms van ook een koe te zijn en van in een wei te kunnen staan en de hele dag te dromen. Dus dat leek een zalig leven. Maar dat zal nu wel, nu zie je dat helemaal zo niet meer is. Hè. Kan ik ook, hè? Donc le projet Mouton bruxellois, c'est un projet urbain d'élevage ovin, donc élevage de moutons, viande laine, en ville, principalement sur des prairies qui existent encore dans la ville ou des espaces d'herbe. Donc par exemple le cimetière d'Anderlecht, il y a le bas du cimetière, j'occupe certaines parcelles du bas du cimetière, tout en essayant de les déplacer sur la promenade verte entre ces espaces verts, de manière à ce que la population puisse rencontrer des animaux, pas dans un cadre de ferme pédagogique, mais dans un cadre d'un élevage réel qui tente de produire réellement soit quelque chose pour l'alimentation, donc la viande, soit un produit textile, la laine. Un jour, comme il a fait un jour de vélo dans la ville, un jour de moto. Non, non, non. C'est bien. Tout fermé, c'est un jour de moto. Moi aussi, je rêve un jour comme ça. Oui, j'ai compris qu'est-ce qu'elle veut dire. Une journée sans voiture, de faire une journée avec les moutons. Pourquoi pas? Les moutons, ils sont...
On est tous des moutons. Il faut ça, il faut... Où est-ce que je regarde? Chez moi, tu peux me Chez regarder toi. chez moi. On est tous des moutons, je vais t'expliquer pour toi. Parce qu'il y a des êtres humains qui on a convaincus qu'ils sont des aigles. Il y a d'autres qui on les a convaincus que c'est des loups. Et le reste, tous les autres, parce qu'on ne peut pas être tous loups ni aigles, on est soit des chiens et on garde les troupeaux, soit des moutons. Alors Victor, je t'ai suivi avec beaucoup d'attention. Ta métaphore, qui est assez, je pense, parlante, ne correspond pas fort heureusement à la réalité. Je ne pense pas que dans la société actuelle, on puisse dire que la population sont des moutons. Certains le voudraient évidemment. Je pense que certains politiques ou certains responsables de partis politiques rêveraient d'avoir un peuple mouton qu'on peut guider, qu'on peut diriger et qu'on peut même parfois amener à l'abattoir. Et je pense qu'il y a avec le niveau de culture, le niveau de scolarisation de la population, une évolution de plus en plus importante et les citoyens réclament, je dirais, plus de transparence en politique, réclament plus de vérité, plus d'honnêteté. Et je pense qu'il y a une évolution positive qui est faite, même si je suis un peu inquiet quand je vois les populismes qui montent, même chez nous en Belgique. Mais néanmoins, je pense que la population n'est plus, comme le voudraient certains responsables politiques, un troupeau de moutons. Ben, Victor, je trouve que l'allégorie est belle et Victor n'a pas tout à fait tort. Maintenant, avoir cette conception du monde, c'est vouloir pousser les gens à devenir des loups ou des aigles. Et à se dire non, moi je ne veux pas être un mouton, je ne veux pas être un chien. Enfin voilà, je veux dire, ça pousse encore une fois à la concurrence des êtres. Alors que moi je pars du principe que avoir une naïveté intelligente, c'est une manière de faire en sorte que le monde tourne. Il faut fermer les portes de sa voiture, mais il faut garder une certaine confiance en l'autre. Et moi, je pense, Victor, que tu es trop méfiant à l'égard de la société. Si tu t'accoles l'étiquette de mouton et que tu trouves que ça ne te convient pas, ben, tant pis. Et si par contre tu vis bien, ben, laisse les gens te considérer comme un mouton, puisque tu vis bien. Bonjour Hassan. Voilà, je disais que le mouton n'est pas conscient d'être un mouton, et pire de tout, rien ne lui prépare à être un mouton. Hein? Lui, dans son esprit, il n'est pas un mouton. Le mouton, il existe parce qu'on les mange. Sinon, il n'existerait pas. Donc le mouton, il existe parce qu'il y a l'homme derrière, qui décide que lui, c'est un mouton. Moi, je disais que j'estime que la manière dont on traite les animaux, c'est un simile de la manière dont on traite l'être humain. Hein? Quand vous voyez... Moi, mes voisins se plaignent parce que ma fille, elle saute. Et votre fille, elle saute. Il faut lui donner un calmant. Les enfants qui naissent dans 3 pièces, ils sont tous la vigueur de la jeunesse. Ils doivent bouger. L'animal, c'est pareil. Il a toute la vigueur, il est dans un endroit clos, comme ça. Il devient fou. Donc on mange des animaux qui sont devenus fous. Après, on s'étonne que nous, on ne soit pas fous. Alors Victor, l'être humain a un statut particulier. L'animal, dans les sociétés dites évoluées, parce que c'est comme ça qu'on nous définit, ont une importance, ont une place importante dans celle-ci. Les animaux, on les voit aujourd'hui, préoccupent énormément de monde. On voit que le bien-être animal, ce n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, on se bat pour que les animaux soient bien traités. Et à juste titre d'ailleurs. Ce qui est par contre assez étonnant, c'est que on oublie que dans une société où il faut tenir compte du bien-être animal, il y a énormément de souffrance dans ces mêmes sociétés, mais aussi à l'étranger. Et souvent, ce qui me préoccupe le plus, c'est que ces mêmes personnes qui se préoccupent du bien-être animal n'ont pas le même intérêt pour la condition humaine, n'ont pas le même intérêt pour la souffrance des hommes et des femmes et des enfants qu'on peut tous les jours voir et constater à travers les médias, par exemple.
Et une société qui se respecte doit effectivement donner la place qui revient à l'être humain, avec toutes ses dimensions, le respect de celui-ci, mais évidemment une société qui se respecte aussi, qui se veut moderne, qui se veut humaine, respectueuse des droits et du bien-être animal, doit évidemment s'assurer du bien-être aussi des animaux, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas. Un litre de lait en Uruguay, ça coûte 1,50 €. Ici, ça coûte 1 €. Tu peux m'expliquer comment, dans un pays où les gens ils gagnent 10 fois moins qu'ici, le prix il coûte plus cher alors que c'est produit là-bas? Alors pourquoi il coûte plus cher qu'en Europe? Il y a un système de répartition des biens et de tout qui est complètement inégal et injuste, et auquel on est déjà habitué. Je ne se pose plus de questions. Une chose qui m'a choqué lorsque je suis venu de l'Uruguay et que j'ai rentré dans une boucherie belge, c'est que les animaux, ils sont 2-3 fois plus grands que nous, chez nous. Je me demandais, tiens, ça c'est quoi ça? Ça c'est les hormones. C'est pas l'âge. Un animal, on le tue au bout de 2 ans. Ici comme là-bas. Mais là-bas, c'est la moitié plus grand qu'ici. Et la viande est meilleure. Bravo Victor, je heb dat goed gezien. Dus bij ons, inderdaad, de melk is goedkoper. Maar ik denk dat dat gesubsidieerd wordt door Europa. Dus, en daardoor is de melk goedkoper. En er is ook wel enorme massa, veel te veel beesten. Dus, want soms weten ze niet wat gedaan met hun melk. En de boeren worden ook heel slecht betaald voor hun melk. Dus dat ook nog. En wat je daar zegt over die beesten die zoveel dikker en groter zijn. We weten allemaal dat die beesten pilletjes krijgen, antibiotica, en dat weet ik allemaal niet, om rap dik en vet te worden. Dus dat kun je niet voorstellen wat die beesten allemaal krijgen. Dus normaal zeggen ze dat niet tegen ons, hè, Victor. Wij weten dan niet wat ze allemaal aan die beesten geven. Hè. Maar nou, je ziet dat zelf als je zo iemand op zijn eentje een beest kweekt, dat dat helemaal zo niet is. Hè. Dus dat is absoluut niet normaal. Uh-oh. C'est pas facile parce que toute notre vie, on mange de la viande. Et il y a des gens qui n'ont jamais mangé de la viande et c'est normal. Mais nous, on a besoin, parce que notre corps il a besoin de poissons, de poulet, de la viande et des fruits, de tout ça. Et il y a tout ça sur la terre, il faut qu'on mange de tout. Ah non, moi je ne peux pas devenir végétarien parce que moi j'aime bien manger de la viande, du poulet, même le lapin. Et j'adore le lapin. Je mange bien le lapin. J'aime bien le mouton, j'aime bien le chèvre. Même la viande de chameau, moi j'ai mangé. Hein, le chameau, hein. Même la viande de chameau, moi j'ai mangé la viande de chameau. Je ne suis pas végétarien parce qu'on est omnivore. L'être humain, il est né comme ça. Déjà chasseur-cueilleur, il a passé à éleveur, donc on est habitué à manger tout. De la viande, des légumes, des fruits secs, tout. Et de chacun des choses, on prend quelque chose. La viande, par exemple, il y en a 22.
aminoacides dans la viande qu'on ne trouve pas facilement dans la nature. Donc en mangeant un morceau de viande, tu manges déjà tous les requis pour une journée. Et en plus, tous les requis pour restaurer, restructurer ton organisme. Donc on ne peut pas enlever la viande comme ça. Ja, Victor, excuseer, maar daar denk ik dat je toch ook vergist. Want er zijn miljoenen vegetariërs, mensen die geen vlees, geen vis eten, op de wereld, op de hele wereld. En er komen er alsmaar bij. Bij ons in het Westen, in de westerse wereld, wordt er minder en minder vlees gegeten. De consumptie van vlees daalt, zeker in Europa. Ik ben al meer dan 30 jaar vegetariër. Ik ben gestopt met vlees te eten omdat ik niet wil dat er voor mij dieren gedood worden. Voor mij is het doden van een dier het roven van het leven van een dier. En ik vind het leven van een dier heel waardevol, omdat het eigenlijk het enige bezit is van dat dier. Weet je, alles wat in vlees zit, en dat weten alle moderne voedingsexperts nu wel, kan je ook halen uit vegetarische voedingsmiddelen. Maar je kan als vegetariër, ik leef al meer dan 30 jaar, zonder vlees te eten, zonder vis te eten. En ja, kijk, ik functioneer zeer goed. En ik ben niet de enige. In de hele wereld leven er miljoenen en miljoenen mensen die geen vlees eten, die geen vis eten, ook om allerlei redenen, om gezondheidsredenen, voor het klimaat, voor de planeet, maar ook om ethische redenen, omdat zij dus het leven van dieren koesteren. Omdat zij vinden dat het leven van dieren, net zoals het leven van mensen, waardevol is. En voor het eigen goed van dat dier zelf. Bonjour Michel, par rapport à ce que tu dis, on va trouver des personnes qui vont soutenir ta thèse et d'autres qui vont soutenir ma thèse. Ça, c'est partagé 50-50. Je pense que derrière, il y a une volonté politique, simplement de vouloir nous pousser à manger des légumes. Tu me parles des millions de personnes, mais il faut comprendre que des millions de personnes n'ont pas le choix de manger la viande. Nous, on vit dans un pays riche, alors on peut manger la viande. Mais pas tout le monde peut manger la viande. La viande, c'est un plat des riches. Et alors, par rapport à ce que tu dis, je ne veux pas qu'un animal soit tué. Comprends, Michel, que si les moutons existent, c'est parce qu'on les mange. Sinon, les moutons, ils auraient disparu il y a longtemps. Comme les dodos et comme des milliers d'espèces qui ont déjà disparu. Parce qu'on élève les moutons pour les manger, c'est que les moutons, ils existent. Sinon, ils n'existeraient pas. Il n'y a pas la place pour la liberté et pour les animaux en liberté. C'est un rêve. Il y a une technique de les retourner. On va retourner ça. Magnifique. C'est parti. Hallo, ik ben Safia. Hallo, ik ben Insaf. En we zijn vandaag voor het offerfeest bij mijn oma. Het offerfeest heeft meerdere betekenissen. Het heeft meerdere voordelen. En ik zal eerst bij het eerste aspect beginnen, het religieuze aspect. Als wij vandaag bij elkaar samen zijn, bij onze oma, is dat vooral omdat Abraham op een gegeven moment heeft gekozen om zijn zoon op te offeren. Heeft geprobeerd in ieder geval. Omdat wij ons als moslim moeten herinneren dat God het belangrijkste is en dat wij in staat moeten zijn om alles voor God te doen. Voor mij is het offerfeest zeer belangrijk omdat het onze familie samenbrengt. Wij zitten dus allemaal samen rond tafel om samen te eten. De gelegenheid om alle ruzies bij te leggen, te beslechten. En gewoon opnieuw vanaf nul te beginnen. Om gewoon gelukkig te zijn en niet meer haat tegenover elkaar te voelen. Hey, Safia en Insaf, dat was tof wat jullie daar vertellen, want dat doet me echt denken aan ons met kerstdag.
Volgens mij was dat ongeveer dezelfde sfeer. Ook allemaal bij elkaar komen, cadeautjes geven, mooie kleren aan doen, samen eten. Ook al hebben we wel ruzie gemaakt met elkaar, dat je toch bijeenkomt. Beste dames, jonge dames, beste Mieke, inderdaad, het offerfeest is als het grootste islamitisch feest strookt of komt overeen met Pasen, maar maatschappelijk eerder met de kerstperiode, met het kerstfeest. Nu, vandaag in de kerstperiode eet men een kalkoen, dacht ik, en dat is traditie in het Westen ontstaan met een kalkoen, maar bijvoorbeeld in de paasfeest in Griekenland en in het oosten, vooral bij Oosterse christenen, wordt vaak ook een lam geofferd op die dag en meestal ook dient als een belangrijk feestelijk maaltijd waar rond ook familie en het gezin en de buurt ook samenkomt. Mensen in Marokko kopen schapen om ze voor hun deur te zetten en om te laten zien van mijn schaap is mooier dan de jouwe. En ik heb meer financiële middelen. Ja, voilà. Dus dat is ook een slechte kant dat ik vind aan het offerfeest. Want het offerfeest zou gewoon zijn van ik koop een schaap en dat is gewoon puur voor God, mijn relatie met God. Gewoon het krijgt een andere betekenis. Ja, voilà, gewoon een verticale relatie. En in onze gemeenschap is dat... Een beetje stoeven van... Ja, voilà, dat is meer een horizontale relatie van mijn schaap is beter, kost veel meer dan de jouwe. Mijn kleren, dat is het eigenlijk niet. Offerfeest is gewoon puur uw relatie met God en laten zien van dit schaap offer ik voor God. En dat is gewoon puur voor God en niet van voor de mensen of voor de buren of zo. Ook dat is bij ons hetzelfde. Dus mijn kerstdag, dat is dus allemaal in de winkels overal brol dat je kunt kopen dat is ook reclame en ook een kalkoen. Dus ook een beest, hoe is het opgeblazen door water en al. Dus ik vind de vergelijking wel enorm. Dus ook als jullie zeggen dat dat in Marokko zo commercieel is, dat is bij ons juist hetzelfde. Jammer genoeg evolueren we vandaag ook binnen de islam naar een meer consumptieve invulling van religieuze feesten. In het offerfeest ook, dat mensen in functie van het kopen van een schaap, het offeren van het schaap, de wijze waarop men dat offert, dus allemaal bijkomstige zaken die wel primair worden en de eigenlijk religieuze functie of de eigenlijke waarde, de mooie waarde van het feest volledig op de achtergrond komt. Wat ik ook heel mooi vind aan het offerfeest is, zoals ik al eerder zei, het slachten van het schaap. Ook al is het in België niet legaal. Dat is ook het verschil tussen de westerse en de oosterse landen. Wat vind jij daarvan? Ik vind het heel spijtig dat het ons verboden wordt. We moeten niet vergeten dat elke dag mensen in hun bord een stuk vlees hebben. En dat ze meestal vergeten van waar dat het vlees komt, dat het eerst geslacht is geweest. En vaak ook niet op morele manieren. En dan wordt dan wordt er met ons naar een vinger gewezen alsof wij harteloze mensen zijn omdat wij 1 keer in het jaar een schaap slachten. En er zijn natuurlijk regels daarbij. Wij moeten het schaap slachten op een manier dat het niet zou lijden. Met dat het schapen thuis zelf slachten illegaal is geworden, verliest het offerfeest een heel belangrijk aspect. Het wordt minder en minder belangrijk. En het zet mensen er minder aan toe om elkaar te zien. Dat zie je ook in onze generatie, dat is ook spijtig. Van de jongeren van nu, van 18, 19, die gaan gewoon tijdens het offerfeest gaan eten met vrienden en zo, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Dat vind ik ook spijtig aan onze generatie. Daarvan dat schaap thuis, daar ben ik niet mee akkoord. Dus, want ik vind dat we veel te dicht op elkaar wonen. Dus dat ook hindert. Dus waar naartoe met die afval. Dus dat kan wel zijn als je veel ruimte hebt en gewoon op de buiten en overal dat gaat. Maar eerlijk gezegd, in de stad, meisjes, dat zie ik echt niet zitten. Dat je dat thuis slacht. Ja, beste Safia, ik wil daar even reageren op de problematiek van het slachten. Nu, de profeet heeft expliciet gezegd, als je slacht op een zeer dierenvriendelijke manier. Dus vanuit die optiek,
een moslimtheoloog, vandaag Al-Azhar bijvoorbeeld in Egypte, maar ook de religieuze instanties in Saudi-Arabië, zelfs de meest conservatieve mosliminstanties, expliciet toegezegd dat men het dier kan verdoven voor het slachten. Waarom? Op voorwaarde uiteraard nogmaals dat het dier niet sterft tijdens het verdovingsproces. Waarom? Precies om het leed van het dier te verzachten. Dat is een concrete invulling van de uitspraak van de profeet, zoals ik dat daarnet gezegd heb. Dus het is belangrijk dat we daar rekening mee houden. En dit is... Ouais. Non, non, allez-y. Bon, moi je suis né dans un pays où on tuait nous-mêmes les animaux. À la fin de l'année, on tuait un mouton, on tuait un cochon, on tuait une dinde que nous on élevait pendant 3 mois. On les faisait grossir, à la fin nous-mêmes on les tuait. Mais ça ne me donnait pas... je ne me sentais pas meilleur de l'avoir tué, simplement c'est quelque chose qu'on devait faire pour se nourrir. Moi, je me sentais misérable d'avoir tué un animal, mais d'un autre côté, je le remerciais, cet animal, de me donner la vie. Alors, lorsque vous tuez un animal, il y a une différence, j'expliquais, entre tuer un cochon et tuer un mouton. Lorsque vous tuez un mouton, le mouton, il va bêler, hein, on dit. Il va bêler, il va dire, et à la fin, il est mort. Mais si vous tuez un cochon, c'est comme tuer une personne. Il va se débattre, il va essayer de vous mordre, il va crier, il va pleurer, et vous allez voir des larmes couler de ses yeux. On dit que le cochon, c'est l'espèce qui nous ressemble plus, quoi. Victor, sur ce point-là, je te rejoins tout à fait. J'ai travaillé en tant qu'étudiant à l'abattoir d'Anderlecht, et c'est vrai qu'entendre crier un porc, un cochon, ça vous prend aux tripes, sans faire de mauvais jeu de mots. Wel, Victor, je geeft hier blijk van zeker empathie, van inlevingsvermogen, zonder enige twijfel, want je zegt hier duidelijk dat je dat echt geen pretje vond om een dier te doden. Hè? Dit gezegd zijnde, waar je spreekt over het verschil ergens tussen een schaap en een varken dat dus het zou erger zijn om een varken te doden, omdat dat varken veel meer pijn zou lijden dan een schaap, dan moet ik toch wel zeggen dat je hier getuigt van een gebrek aan informatie over de aard van schapen. Schapen zijn namelijk prooidieren. Dat betekent, wanneer zij zich onveilig voelen en in gevaar, dan zullen ze zich rustig houden en kalm houden. Mochten ze strijden en vechten, zich verweren eigenlijk, zoals een varken, wel dan zouden ze roofdieren aantrekken, zich in een zeer zwakke positie bevinden. Daarom trachten zich zo kalm en rustig mogelijk te houden. Michel, je suis d'accord avec toi. Maintenant, lorsque j'ai réfléchi, j'avais lu que l'antilope, avant de prendre la fuite devant un lion, il arrête son cœur, donc il se calme. Et je pense que c'est le fait que le mouton est herbivore qu'il adopte le même comportement. Tandis que le cochon, il est carnivore, donc il va essayer de se débattre. L'autre, non. Il préfère préparer la fuite pour courir le plus vite possible. Il épargne ses énergies pour fuir. Mais dans l'abattoir, il n'y a pas de fuite possible. Et donc aujourd'hui encore, Victor, quand tu manges de la viande, elle n'a pas été abattue par des caresses. Tu as juste abattu une bête par procuration. C'est pas toi qui l'as fait, c'est ton boucher. Donc pointer du doigt une communauté musulmane, je ne sais pas si c'est ça que tu fais, mais en tout cas pour ceux qui veulent pointer du doigt la communauté musulmane en disant aujourd'hui c'est encore les seuls qui abattent des bêtes, non. Vous le faites par procuration, puisqu'il y a bien quelqu'un qui a dû les abattre. La question est de savoir aujourd'hui si on le fait dans le respect de l'animal. Pour ma part,
plus que jamais, puisque la question au niveau scientifique se pose encore de savoir si l'étourdissement n'est pas plus douloureux que simplement trancher les jugulaires d'une bête. Et là, on laisse la question aux scientifiques qui sont encore en train de débattre et ils n'ont pas encore conclu une conclusion définitive. Alors Hassan, moi je ne pointe pas des doigts à ta communauté. Hein. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait que vous l'abattez de manière rituelle ou que moi je l'abats par procuration. Le fait est là qu'on doit l'abattre. D'une manière of d'une autre, le tous essayer qui souffre le moins. Ja, inderdaad, het is altijd beter, en dat is het principe. Als een dier dan gedood wordt, dan moet er absoluut voor gezorgd worden, dat is voor mij het minimum, dat dat dier niet lijdt. Dan moet je dus alles in het werk stellen en ook alle technische middelen die tot jouw beschikking staan toepassen om dat dier niet te doen lijden. En dan moet ik toch wel zeggen dat er wel een wetenschappelijk consensus bestaat. Dat betekent dat de meeste experten op het gebied van dierenwelzijn, dierenleed, het erover eens zijn. Dus er is een grote consensus dat onverdoofd slachtende dieren duidelijk doet lijden en veel meer doet lijden dan wanneer de dieren verdoofd worden. Het komt erop aan dat de goede methode, de goede techniek, de goede apparatuur wordt toegepast. Oui, là c'est super parce que du coup, en plus le bécain, j'ai envoyé la photo. Allez. Pourquoi ils m'ont interdit de sacrifier le mouton? Et maintenant, c'est interdit. Moi, je trouve, pourquoi maintenant je vais aller au Maroc pour sacrifier le mouton? Moi, je trouve que ça, c'est un peu difficile pour ça. Nous, ici en Belgique, on ne fait rien du tout que donne nos libertés comme eux, parce qu'on sait qu'il y a la fête de Noël, la fête de bonne année, ça va, on est aussi content. Moi aussi, j'ai fait l'arbre de Noël, et je fais des guirlandes, je fais de tout. Moi aussi, je suis content, j'achète des cadeaux pour mes enfants et tout. Alors, je demande qu'ils laissent-nous faire la fête de mouton. Parce que ça, c'est une fête sacrifiée depuis des années. Et maintenant, c'est interdit. Moi, je trouve que c'est pas juste. Nous, on ne mange pas le mouton toute seule. On partage avec les amis. On partage avec les pauvres. Mais on a cette tradition depuis des longues années. Maintenant, pourquoi on va partir faire ça au Maroc et nous, on vit ici en Belgique? Là, au Maroc, on a le droit de faire couper le mouton, même dans la rue. Hein. Alors, Fatima, abattre un animal, sacrifier un animal chez soi à la maison, c'est interdit depuis de très longues années. C'est interdit par le règlement général de police. On ne parle pas que du mouton, on parle aussi de poules, de cochons. Tout animaux ne peuvent pas être abattus chez soi à la maison et pour des raisons tout simplement d'hygiène et de sécurité alimentaire. Par contre, pouvoir abattre ces bêtes dans un abattoir agréé, ça c'est encore autorisé à Bruxelles et ce sera interdit à partir du mois de septembre 2019 en Wallonie et c'est interdit malheureusement depuis le 1er janvier 2019 en Flandre. Mais il y a des recours qui sont faits devant les tribunaux par les associations musulmanes et juives pour mettre fin à ces interdictions. Fatima, vous parlez de coutumes et de traditions. Mais les traditions, toutes les traditions évoluent. À un certain moment, ils évoluent. Donc, ici en Belgique, vous avez le droit de sacrifier un mouton de manière rituelle, hein, mais ça doit se faire dans un abattoir agréé. Donc, il ne s'agit pas du tout de vous interdire quoi que ce soit, mais il s'agit surtout et avant tout de faire en sorte que les animaux ne souffrent pas. Et comme il a été scientifiquement établi que étourdir un animal, disons de façon de la bonne manière, la meilleure manière qui puisse se présenter, en utilisant, en appliquant la bonne méthode, la technique appropriée, ben, sachant que l'animal de cette façon ne souffrira pas, et cela a été établi, Fatima,
Je suis certain que vous aussi, que vous avez un cœur pour les animaux. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi les traditions, parce qu'il s'agit d'une tradition, ne pourraient pas évoluer. Dag Fatima, ik begrijp uw emoties en ik heb daar alle begrip voor. Dat u graag wilt dat alles gebeurt op de traditionele manier. U hebt het gevoel dat dat de enige manier is. Maar er zijn ook andere manieren. U kan ook wel dus eigenlijk verdoofd slachten. Dit is ook toegestaan. En zeker als het de bedoeling is om het dier niet te laten lijden. Want er is geen verbod, een totaal verbod op het offerfeest. Er is een verbod op het onverdoofd slachten. Dus dat is eigenlijk het verbod. Het verbod is op het onverdoofd slachten. Maar als wij dus als moslims verdoofd slachten tijdens het offerfeest, dan mag dat dus wel. Dat is dus geen probleem. En nogmaals, het verdoofd slachten moet gebeuren met de intentie zodat het dier minder lijdt. Dus vanuit de intentie om het dierenwelzijn te verhogen, zodat het dier weinig lijdt, geen pijn lijdt. En de profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft ons ook wel aangemaand om het dier zo weinig mogelijk te laten lijden. Dus we moeten het doen op de beste manier. Dus met andere woorden, als het verdoofd slachten het dier zo weinig mogelijk laat lijden, dan is dat heel waarschijnlijk de manier die de profeet Mohammed heeft geprezen eigenlijk. J'aime bien ce prénom Fatima, c'est le nom de ma maman, Fatima. Et je reviens là-dessus, c'est que la constitution belge, c'est garanti, donc le fait de vivre sa religiosité, le fait d'être juif, musulman ou chrétien, le fait de vouloir abattre la bête d'une manière ou d'une autre rituelle, comment le prescript le recommande, c'est prévu et c'est protégé par la constitution belge. Et donc le politique, lui, il est illogique. De toute façon, donc il y a toute une organisation, des associations musulmanes et juives, il y a même des chrétiens qui sont avec eux, qui soutiennent justement le projet. Ils ont fait un groupe, ils ont fait donc un appel au niveau de la justice pour justement faire abolir cette loi qui a été votée à l'unanimité par tous les partis politiques belges en Wallonie et en Flandre. Donc si on ne parle pas, si on ne prend pas notre droit va être retiré. Beste Hassan, het is heel belangrijk dat we beseffen dat de vrijheid van godsdienst niet wordt belemmerd als wij dus eigenlijk bijvoorbeeld verplicht zijn om verdoofd te slachten. Want als wij verdoofd slachten, dan hebben wij ook nog altijd die traditie in ere gehouden. We mogen slachten, we mogen offeren tijdens het offerfeest. Het moet alleen gebeuren verdoofd. Het moet verdoofd gebeuren. En de reden dat het verdoofd moet gebeuren is omdat er ook soms geslacht wordt op een manier die niet diervriendelijk is, waarbij dat dieren lijden. Dus het verdoofd slachten betekent niet een aanslag op de vrijheid van godsdienst. Het is gewoon een manier om dieren zo weinig mogelijk te laten lijden. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. En ik denk dat vrijheid van godsdienst ook niet absoluut is. De vrijheid van godsdienst reikt zo ver tot de grens waar je misschien anderen schade toebrengt. Attention. Dit is mijn woord zowel naar Hassan als naar Fatima als naar de moslimgemeenschap in het algemeen. Ik vind vanuit een intellectuele eerlijkheid moeten wij als moslims, ja, zeker degenen die een intellectuele bagage hebben of die imam zijn of die moslimdenkers zijn, altijd de verschillende opinies zeggen die er bestaan. De verschillende opinies over een bepaalde zaak. Of het nu gaat over verdoofd slachten of onverdoofd slachten, of over het donor zijn van je organen, of welk thema dan ook. Vertel de verschillende opinies die er bestaan in de islamitische wereld of binnen de islamitische stromingen. Op die manier leer je mensen ook
het onderscheid maken tussen een heilige tekst en tussen de interpretatie. De heilige tekst is heilig, omdat dat volgens moslims goddelijk is, een goddelijke boodschap vanuit de Koran, maar de interpretatie is menselijk. Dus men moet de mensen leren zelf nadenken en de verschillende argumenten horen, de verschillende opinies horen en laat de mensen dan zelf kiezen. Maar als je maar één bepaalde opinie zegt, en dat is juist de opinie die jij zelf graag hoort of graag verkondigt, dan ben je intellectueel niet eerlijk. Intellectuele eerlijkheid gebiedt ons om de verschillende opinies op tafel te leggen. Oh.